Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo en présence de Jacques Grimaud. Bonjour Jacques. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine des quatre éléments. Donc Jacques, j'ai envie de te poser une première question. Qu'est-ce qu'une doctrine? C'est un ensemble qui ne se discute pas puisque c'est une forme et non pas une explication. Donc on ne confondra pas, pardon, une forme qui est destinée à faire comprendre quelque chose avec une théorie. Donc une doctrine, c'est l'exposé relatif à l'usage de quelque chose et non pas à sa fonctionnalité particulière. Je tâcherai d'être plus clair au fur et à mesure, parce que je vais prendre des exemples, et là, je ne peux pas en donner sans entreprendre le sujet. D'accord. Donc du coup, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les quatre éléments? Alors, il y a plusieurs ordres. Le plus connu, parce que c'est celui qui a été en quelque sorte imposé par Empédocle, qui était un pythagoricien qui habitait la Sicile, mais qui avait visité l'Égypte, c'est par ordre de gravitation et de mouvement. J'explique. Le plus léger de tous les éléments et le plus dynamique, c'est le feu. C'est celui qui est au sommet et son glyphe, c'est un triangle pointant haut, parce que le feu va toujours vers le haut. C'est l'emblème général de ce qui est divin, ce qui vient des hauteurs, l'incompréhensible et d'un point qui n'a pas de dimension. Ensuite vient l'air, qui est moins dynamique et parce qu'il ne fait que propager la chaleur, il ne produit pas de la chaleur, etc. Donc vient en second et il est un peu plus lourd que le feu, qui n'a théoriquement pas de poids. Et après cela, on a l'eau qui est physique. Alors je fais une petite remontée. On ne voit pas en réalité la flamme autrement que par la lumière qu'elle propage. Mais la flamme elle-même, on n'a aucune idée de ce que c'est. C'est un mouvement, mais on ne sait pas pourquoi ce mouvement est toujours du bas vers le haut dans ce cas-là, etc. Et ce mouvement émane du bas et va vers le haut, c'est clair. En revanche, pour l'air, c'est non pour le feu du bas vers le haut, c'est-à-dire une ligne comme ceci. Pour l'air, ça se dilate comme si les lignes partaient d'un centre et allaient partout autour. C'est-à-dire que là où il y a un gaz ou de l'air, ça prend la forme globale du volume dans lequel la chose est circonscrite. Alors que le feu, c'est toujours comme ça, l'air, c'est toujours comme ça. On a déjà la forme de la lettre D, qui est la quatrième lettre de notre alphabet, d'où 4 accompagne l'élément air aussi. Bon, je continue. Ensuite vient l'eau, qui est plus lourde que l'air, que le gaz, etc. Et qui, elle, a un mouvement aussi qu'on voit en permanence. C'est cette modification permanente de la surface qui ne permet pas de refléter très précisément tout ce qui s'y reflète. Ça, dans la version taoïste, le reflet, c'est très important, mais j'y reviendrai. Après l'eau, qui est pesante, son déplacement est toujours du haut vers le bas. Elle occupe tout ce qu'on lui offre de place vers le bas. Mais elle ne se maintient pas au milieu d'une sphère, mais sur une ligne horizontale. Donc on voit qu'il y a des changements. Il y en a un, il est vertical, l'autre, il est du centre vers l'extérieur, et il reste la Terre qui, elle, c'est de l'extérieur vers le centre, en ce sens que c'est la densité qui la caractérise et qui, considérée sous cet angle-là, lui donne de la masse. Donc on a le plus lourd des éléments et le moins mobile, c'est la Terre. Ensuite, alors notez bien que Terre, ça veut dire 3. Le sous-entendu, c'est que le feu n'est pas le début, c'est l'acteur de la numération ultérieure. L'air, qui veut dire la force, puisque c'est ce qui nous fait vivre. Ensuite, l'eau, la totalité du sentiment, etc. Chose que j'ai déjà tenté d'expliquer dans mes précédentes interventions dans ta vidéothèque, si je puis dire des choses ainsi. Donc, on a ces 4 éléments, le feu, l'air. Alors, on notera ceci. Le feu est suivi de l'air et l'apostrophe. L'eau et l'apostrophe est suivi de la pour la terre. Donc, on a le et la que j'ai exprimé dans les contreforts, si je puis dire, de la langue écrite et parlée avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que la lettre L est dite une lettre liquide. Donc, ce qui a été dit pour le sentiment passe par la voix humaine et c'est ce sentiment qui va donner la dimension du sens. En réalité, quand on est un individu qui est amoureux, par exemple, imaginons un homme qui aime une femme, d'un seul coup,
ça effacera toutes les autres en théorie. Hein. De nos jours, ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est comme cela que ça occupe toute la place féminine, l'amour. Un homme pour une femme, et celle-là vaut toutes les autres. Et normalement, pour une femme, un homme qu'elle aime doit valoir tous les autres. C'est un peu dans ce sens-là. Et l'eau fait ce travail. C'est pourquoi aussi l'eau montre la qualité des sentiments. Une eau pure, c'est une eau qui fait vivre, alors qu'une eau impure, il en va de même pour l'amour. Et de ce fait, on a des congruences de sens, et ce sont ces congruences même qui sont le sens d'un langage. On revient donc sur la succession. Le feu, F, père de Éou, le meilleur. L'air, c'est la puissance qui vient du ciel vers la terre. Donc, toutes ces choses-là sont à... Par exemple, on a le mot Hermès, ça veut dire seigneur du mois, de la lune en gros. Herr, c'est monsieur en allemand. Et ça veut dire c'est la puissance dans la famille, etc. Donc, à considérer sous ce point de vue. Donc, Mister, c'est en revanche, c'est la personne qui règne sur la famille, et Mess et Miss dans Hermès, c'est pour l'anglais et pour l'allemand dans Hermès. Bon, ceci étant dit, on a ensuite l'eau, et en dernier lieu, nous avons la terre. Mais lorsque on s'occupe du monde physique, on a ça, la masse, donc qui détermine la qualité du monde physique, c'est s'incruster dans la masse, dans le temps, etc. Et plus il y a de mouvements, alors on connaît cette opération de conversion de matière en énergie, on appelle ça E égale mc2. E, c'est énergie, et m, c'est masse, multipliée par la vitesse. Donc c'est un truc de dément, parce que là, on me reproche, moi, d'assimiler par exemple, de dire que 12 et 21, c'est un même nombre. Qualitativement, oui. On peut l'affirmer, j'en donnerai des exemples, notamment dans les films. Mais encore faut-il admettre certaines choses qui sont dans les mathématiques supérieures, qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on ne veut pas les étudier, parce qu'elles sont antérieures. Bon, je referme là. Je disais simplement que la Terre, elle est plus lourde et elle n'a pratiquement pas de mouvement. Il faut que soit l'eau la dissolve et la rende colloïdale, c'est-à-dire intermédiaire entre solide et liquide, pour que quelque chose puisse se passer. C'est la condition première de la vie. Par exemple, dans le monde ancien, dans l'anatomie ancienne, les éléments principaux du corps pour qu'il vive, ce sont les glandes endocrines. Or, il y a une activité actuelle qui est mise en œuvre par les politiciens et par le monde à la fois agrochimique et alimentaire et médicinal, c'est de modifier les caractéristiques endocriniennes. Or, c'est gravissime puisque des endocrines dépendent de la croissance de l'individu, sa forme, les moyens de transmission des énergies spécifiées dans l'organisme et tout ce bazar-là, sans rentrer dans le détail, et ça conditionne son élévation spirituelle. Donc, c'est important. Surtout par le fait que si l'on connaît comment ça fonctionne, c'est que les énergies célestes qui se baladent dans l'espace céleste qui est conçu comme une eau, c'est-à-dire quelque chose qui est ni solide, ni aérien, l'eau, comme je dis, elle est toujours en mouvement. Conséquemment, elle manifeste les débuts de l'énergie. Et donc, sa particularité, c'est d'être considérée comme, un, le sentiment, et deux, la mémoire. Pourquoi cela? C'est que, par exemple, imaginons que je te gifle. Ce qui se produit là, c'est un fait, c'est-à-dire un mélange matériel de deux choses contradictoires, mais tu n'en auras que le souvenir. Et le souvenir, comme c'est une atteinte à ton intégrité physique et c'est désagréable, ça en sera un souvenir désagréable. Mais la chose désagréable du début, elle aura été effacée et tombée dans l'oubli, alors que la mémoire de la gifle, elle restera. C'était tellement évident pour les anciens que, par exemple, le pape, quand il s'adressait au roi en lui disant « tu dois retenir cela », quelquefois, il y collait une baigne dans la figure pour dire « ça, tu t'en souviendras ». Donc, c'est bien l'ensemble en question, c'est le sentiment. Quand on prend une gifle, on est humilié. Et c'est ce sentiment qui est gardé dans la mémoire, et la mémoire est contenue comme de l'eau. Et pourquoi? C'est subtil, il faut bien comprendre que l'eau va partout. Or, quand on est humilié, l'humiliation, elle se répand partout dans le corps. C'est bizarre à considérer, mais c'est vrai. Ça, c'est un objet de méditation. Il faudrait savoir que quand on se sent humilié, amoindri, vexé, tout ça, tout le corps prend le sentiment parce que c'est de l'eau qui transmet ces choses-là. C'est une forme énergétique spécifique. Et c'est à cause de cela qu'on ressent l'injustice
Or, l'injustice, on la voit dans tous les êtres qui sont formés comme cela, notamment les mammifères. Ils ont une très grande mémoire. D'ailleurs, c'est souvent lié au volume d'eau. Regardez l'éléphant dont on sait qu'il a une mémoire invraisemblable. En réalité, l'âne aussi. Il est moins gros, etc. Enfin bon. Donc, le sentiment est lié à l'eau. La vie physique est liée à la terre, la vie intellectuelle et cérébrale à l'air, et la vie à proprement parler, c'est-à-dire l'activité, la manière de ressembler au plus près à la nature, c'est le feu. Et seul le feu peut être traduit comme une chose spirituelle. C'est-à-dire que les intellos qui espèrent nous diriger, comme ils n'ont pas de vie spirituelle réaliste et transcendante, ils n'arriveront à rien. Ça, c'est déjà dit dans le canon taoïste. Ils ont essayé beaucoup de fois et à chaque fois, ils ont échoué. C'est-à-dire que ces gens qui ont écrit le Tao connaissent très, très bien le comportement des humains. Une partie de ceux-là s'approprie tout en mentant, en assujettissant, etc., par tout moyen, en tordant toutes les choses, en faisant prendre une chose pour une autre, parce qu'ils ont des droits désormais sur la totalité de l'individu, puisqu'on prend les enfants dès l'âge de 3 ans et on les formate avec des fausses sciences, avec des comportements délirants et avec l'amoindrissement de la conscience, afin d'en faire des automates, sinon des esclaves à proprement parler. Donc je reviens sur le sujet, la Terre c'est le monde physique, le monde du sentiment et de la mémoire c'est l'eau, le monde de l'intelligence et de l'ordre c'est l'air, et l'action juste, bonne, réparatrice, et c'est le sacrifice du feu des hindous, des hindouistes, etc., et de la mort aussi d'une certaine manière, c'est le feu lui-même. À cela sont associées des philosophies, c'est-à-dire des manières comportementales. La philosophie du feu, ça s'appellerait l'idéalisme. Le défaut de l'idéalisme, qui est de vouloir changer et améliorer tout, c'est de ne pas se considérer d'abord soi-même. C'est d'abord en s'améliorant soi-même. Et comment s'améliore-t-on? Selon la technique des anciens, il faut passer tout au feu, c'est-à-dire à l'expérience. Il y a ce qui résiste au feu qui doit rester, tout ce qui n'y résiste pas sera envoyé comme sujet inutile. Donc c'est un peu la bizarrerie de la chose. En face de cette philosophie, et son inverse quasiment, cette philosophie s'appelle mystique et elle est mise en relation avec l'eau. La mystique, c'est considérer que l'univers est tellement bien fait qu'on n'a pas de place à prendre parce que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Donc c'est l'inverse de l'action de modification du monde, c'est le monde qui agit sur nous. Mais avec ça, on ne va pas loin, on fait les mêmes erreurs que d'autres, c'est-à-dire on est dans l'incarnation pour agir dans le monde et que le monde agisse sur nous, et non pas se rendre transparent à ceci ou cela. Mais il est bon qu'il y ait les deux. Les uns qui permettraient à d'autres de se calmer, de méditer, etc. Et d'autres qui feraient comprendre aux précédents qu'il y a lieu de se donner un peu de mal quand même, c'est-à-dire de prendre de l'expérience, etc. Donc on a deux philosophies qui sont figurées l'une par le feu, l'autre par l'eau. On se souviendra quand même que la mystique, c'est-à-dire l'eau, tue le feu. Et qu'également le feu fait bouillir l'eau et la transforme en air, c'est-à-dire en forme intellectuelle, intelligente, etc. Prenons le cas du taoïsme. Le taoïsme, c'est une philosophie de vie, d'équilibre et tout cela. Et quand Confucius passe derrière, il la fixe, il la rend dogmatique et il retire tout ce qui est vital dedans. Et ça fait une sociologie idiote, c'est-à-dire de convention, d'hypocrisie, etc. Néanmoins, un peu de confucianisme, ça fait beaucoup de bien, mais beaucoup, ça tue la vie de société. Donc, d'un côté, c'est ce qu'on vit ici en France. Le dogmatisme essaye de tuer les autres formes vitales de renouvellement, d'accroissement, de liberté et donc de création. Et il faut naviguer, quand on est philosophe, on navigue dans ces choses-là. Ensuite, la philosophie associée à l'air, c'est assez spécifique puisque le dieu de l'air, dans la situation présente, c'est Hermès, le dieu double. Or, il y a de l'air agréable, tiède, avec un zéphyr et tout ça. Et puis, il y a le vent qui détruit tout et ça peut être un vent glacial ou un vent brûlant, etc. Donc ça rentre en considération de cette philosophie qui est en réalité le scepticisme. On ne fait rien avec puisque le scepticisme, ça met en face des forces qui ne sont pas réelles, mais développées à travers des arguments, par la parole. Et il faut le savoir avant de prendre la parole. Donc, ça n'est pas
pour ne plus être naïf dans ce domaine, il faut ne pas tout faire reposer sur la parole, mais la connaissance passe par la parole, d'où la difficulté de la maîtrise de ces choses-là. Donc, on apprend à être effectique en philosophie, qui est la meilleure d'entre toutes, c'est celle qui s'adapte à toutes les situations. Le vrai orateur, il doit être sur le terrain de celui qui le combat. C'est pour ça que quand il y a des trolls, ben, ils se font piller en morceaux parce que je réponds comme eux, mais mieux. Donc, on revient au sujet, on abandonne les trolls, c'est tout ce qu'ils méritent. Et on dit que le scepticisme ne construit rien parce que les arguments sont souvent de même valeur compte tenu de la faiblesse de ceux qui les utilisent. On voit ça en politique, on dit d'un côté il y a la gauche, c'est le cœur et on en abuse, alors que la droite c'est l'argent. En réalité, rien ne peut être que du cœur ou que de l'argent et c'est le taïki des taoïste, c'est-à-dire cette double larme dans un cercle. Alors, je rappelle, c'est important de connaître la géométrie parce que quand on calcule le périmètre du cercle, on ne sait pas que le périmètre de la goutte à l'intérieur, c'est le même. Donc, on a 2 gouttes, c'est 2 périmètres, plus celui de l'extérieur, ça fait 3 périmètres. Selon la grandeur, la taille qu'on va donner à Taiki, ça donnera des informations. Mais on se souvient que dans une larme noire, il y a un point blanc et dans la larme blanche, il y a un point noir. C'est-à-dire une chose engendre son contraire. Trop de socialisme tue le socialisme, trop de libéralisme tue le libéralisme, etc. C'est à force de ne pas voir cela que les politiques font n'importe quoi, s'opposent et conséquemment, comme les arguments, ils ne font rien, à part des bêtises, puisque ce qui fonctionne, c'est ce qui est obligé de fonctionner. C'est ce qu'on voit dans le monde hospitalier. Quand on réduit les moyens financiers de l'hôpital, on agrandit les pertes financières sociales, parce qu'on ne peut pas avoir un monde de malades qui restent malades, sans être au travail, sans être dans la vie de génération créatrice, etc. Donc c'est une bêtise profonde que d'assécher le monde hospitalier. Ce qu'il faut, c'est que comme, par exemple, n'importe quel organe du corps, il doit avoir sa quantité de sang utile pour le travail. Si on lui met trop de sang utile, c'est-à-dire d'argent dans le monde économique, il va se noyer dans ce sang-là, il ne fera pas son travail. C'est ce qu'on peut reprocher aux riches, ils ne font pas leur boulot de riches. Le riche, il doit choisir, c'est ça sa force, dans quoi il met l'argent pour améliorer le sort de ses contemporains. Mais bon, on a compris, il y a des gens qui possèdent 100 milliards d'actifs, et qu'ils les gardent parce que pour eux, ils n'ont rien compris à leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas philosophes. Le sang qu'on met en sachet, si on ne le met pas à disposition des personnes en souffrance, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, il est inutilisable. D'ailleurs, petite parenthèse, on vous dit que c'est gratuit le sang. En réalité, ça coûte très cher et on fait payer le sang aux personnes qui sont malades, mais c'est remboursé par la Sécu. Donc, c'est une hémorragie d'argent de la Sécu vers un système hospitalier pourri. Parce qu'il y a aussi des abus dans tous les systèmes. Le fait même d'être un système, au lieu d'être une cohérence, c'est un abus. Bon, je continue. La dernière des philosophies ou des axes philosophiques, c'est la Terre. Et la Terre, ce qui la caractérise, c'est l'hédonisme, c'est-à-dire le profit, le sensualisme plus exactement. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui ne jurent que parce qu'ils touchent, parce qu'ils pèsent, qu'ils voient la valeur de ceci et cela. Or, le communisme est né du mélange du sensualisme et du scepticisme. C'est-à-dire ça a donné la dialectique qui pourrit tout ce qu'elle touche parce qu'elle n'est pas en contact avec la vie éthique. On est en train d'opposer des arguments à force de faits matériels, donc que tout le monde est obligé d'admettre, mais qu'on transpose sans passer par la case éthique, c'est-à-dire le feu. Donc on ne sait pas la valeur réelle de ces choses-là, mais on l'impose. Donc le communisme, c'est on réunit la totalité des potentiels et on partage. Il faut savoir que tout le monde n'est pas aussi égal que son voisin. Nous ne sommes pas égaux les uns avec les autres, sauf les prétentieux qui ont un ego et qui en profitent, ce sont des politiciens. Bon, on retourne à cela. J'ai parlé dernièrement dans une de tes demandes vidéo d'un certain monsieur Cahuzac. Je reprends le sujet parce que c'est un cardiologue qui a fait beaucoup de mal au cœur moral des Français, avec des fuites d'argent, avec des trucs falsifiés, des mensonges, alors qu'il a un métier honorable. Il n'a même pas suivi les demandes qui ont été faites par le père de la médecine. Donc, et c'est quand même assez terrible.
Hippocrate et Hypocrite sont très proches de ce point de vue-là, et ça n'est qu'un hypocrite. Si j'avais à le caractériser, ce serait cela, hormis être voleur, menteur et tout le reste. Bon, on revient à la chose. J'ai évoqué les 4 tendances fondamentales des philosophies, et j'ai montré que le rapprochement de 2 d'entre elles était la paralysie. Lorsqu'on a un comportement philosophique entre idéaliste et mystique, ça s'arrête. C'est-à-dire le mystique a ralenti l'action de l'idéaliste qui n'est qu'action. De la même manière, quand on met des mots en contresens de la matière, ça arrête tout. C'est notre situation. D'abord parce qu'on n'a plus d'idéalistes, on n'a plus de mystiques, il ne reste que des sceptiques, soi-disant le monde des savants, des scientifiques, et des gens qui se préoccupent du matérialisme, parce qu'il faut bien vivre, et que la difficulté de vie, malgré tout, fait que pour se soustraire à cette vie de pression, on aime bien acheter des choses inutiles, etc. Nous sommes dans cette situation, politiquement et philosophiquement, humainement parlant, c'est celle-ci qu'on occupe. Donc on n'a pas de philosophie de nos jours, on n'a que des faux philosophes, genre Finn Kelkrot et BHL, qu'on aurait pu appeler BHV s'il avait quelque chose à vendre, ce qu'il fait, mais bon. On n'a que ce genre d'individus qui sont des néants philosophiques. Bien qu'ils aient appris la chose, ils ne la proposent pas telle qu'elle est. Donc on ne peut pas considérer ces gens comme étant des philosophes dans le sens originel du terme, c'est-à-dire qu'ils aiment la sagesse. À l'inverse, ils sèment le bordel avec la totalité de l'acception dedans. Maintenant, on le sait avec Epstein, DSK et compagnie. Et puis voilà. Donc, je vais continuer sur cette doctrine. Elle n'est là que pour décrire les choses. Ce n'est pas elle qui est la fonction de la chose. C'est ce que j'ai exprimé, ou tenté d'exprimer au début avec ta première question. Et une doctrine, ça décrit quelque chose plutôt que ça ne justifie quelque chose. Donc, on peut être qui l'on veut comme philosophe. De toute façon, il y a la quintessence, c'est-à-dire la chose qui se situe au-dessus des éléments, c'est la parfaite congruence entre tous les éléments, la bonne quantité de terre par rapport à la bonne quantité d'eau et la bonne qualité, etc. Et quand les 4 éléments sont en synthèse équilibrée et harmonieuse, ça s'appelle quintessence chez nous. Chez les Chinois, ça s'appelle le bois. Donc, dans la manière d'exprimer les éléments, mais je ne vais pas faire les éléments chinois. La modalité d'expression du chinois requerrait que je passe 2 heures de plus à cet exercice. Donc, je continue. Nous avons dans l'organisme 4 étages, ou 3 selon tout. J'ai utilisé la décomposition en 3, physique, animique, spirituel, mais les 4 étages, c'est aussi ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire le corps physique d'un côté, le corps sentimental de l'autre, qui est constitué du sentiment et de la mémoire, le corps intellectuel ou mental, et en fait, le corps le plus important, parce que seul il a accès à la vie éternelle, c'est le corps spirituel et le feu. Ça marche? Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette doctrine impliquée, incrémentée dans l'astrologie. C'est un crible, c'est un moyen mnémotechnique pour définir les catégories. J'ai dit dans un autre enregistrement vidéo, il me semble que c'est le précédent, qu'il y avait 4 individus pour les anciens dans l'univers. La divinité créatrice, unique. Ensuite, les événements, parce que dans la Bible, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Donc avant que la lumière soit créée, il a dit quelque chose. C'est ça l'événement. On n'a pas trace de cet événement, comme l'air ne laisse pas de trace. En revanche, la lumière, c'est un élément visible. Mais j'ai dit tout à l'heure que le feu et l'air sont invisibles par essence. Quand on se retourne autour de soi, si l'air n'était pas invisible par nature, ben on ne verrait rien, ce serait l'opacité, etc. Donc on sous-entendra que l'air est le support de la clarté et non pas du feu qui est lumière. Donc ça aussi, c'est à méditer parce que là est la science des anciens. Pour eux, le feu, c'est tout ce qui apporte des modifications. Par essence, c'est ça le feu. Il a 3 participants à son être. Comme nous, il a un corps, c'est la flamme, il a une âme, et l'âme du feu, c'est la clarté, et il a un esprit, c'est en quelque sorte la chaleur qui modifie tout. Et elle la modifie, cette chaleur, de manière assez curieuse. Quand il y a
un peu plus de chaleur dans notre environnement, on se dilate, tout se dilate. La partie corporelle, tant qu'elle a de l'eau dedans, ça se dilate, l'air se dilate, etc. En revanche, quand on a froid, ça change. Et alors, la physique des anciens, elle est très subtile parce qu'elle se dit, mais comment ça se passe dans la réalité? À savoir, quand il y a de la chaleur, les molécules constitutives d'un objet s'éloignent du centre de l'objet pour aller vers l'extérieur. Mais comment ces molécules connaissent l'existence d'un centre, géographiquement et factuellement? Et de la même manière, ces molécules se rassemblent près du centre quand il fait froid. Donc la question, c'est qui communique, comment, quoi, etc. C'est-à-dire que dans la manière de penser des anciens, ce qu'on appelle actuellement dans la physique quantique la relation d'intrication, elle existait dans leur raisonnement. Ils ne la formulaient pas de manière externe, mais ils disaient tout est en relation dans l'univers, et donc ils précédaient la physique quantique de manière sensible et de manière aussi temporelle extrême. Parce que pour eux, le sentiment que l'on vit en nous, l'univers aussi possède sa partie de sentiment et se contracte et se dilate en fonction de comment nous, ces composantes, nous mettons en œuvre. Si on regarde la théorie du Big Bang, il faut savoir que les anciens ont raison avec le feu en premier de liste. Parce qu'on dit de la théorie du Big Bang, c'est-à-dire relativiste quand même, dans sa principale manière d'être, c'est une chose qui a explosé et qui a pris un temps et une mesure de distance extrême. Donc il y a un début. Alors savez-vous comment les physiciens anciens voyaient les choses? Ils les voyaient difficilement et surtout différemment. Difficilement parce que notre manière de penser ne leur conviendrait pas. Ils diraient, mais vous êtes des enfants, vous pensez comme les singes, si tant est que les singes pensent de cette manière. Mais ça sous-entendrait que vous n'avez même pas le minimum limitation. Bon. Donc, pour nous, il y a l'énergie, il y a les choses, la matière, ce qu'on veut, quoique l'énergie et la matière, on le sait avec MC2, c'est réversible. Donc il y a des choses qui sont fixées, des choses mobiles pour faire dans le vrai. Mais avant tout ça, au-dessus de tout ça, nécessairement, il y a l'ordre. Or, les anciens cherchaient l'ordre à la lettre L. Comme on dit, la science, pour eux, ce qui commence, c'est L, l'ordre, et ensuite le don. La science vient quand on essaye de comprendre l'article « la ». C'est féminin parce que la science, ça n'est pas l'art, mais c'est presque l'art. Le L est séparé par une petite virgule en l'air. Ça veut dire que la lettre L, l'ordre ne s'applique pas à l'art. Et on voit que l'ordre qui existait, par exemple, dans ce qu'on appelle les tableaux pompiers, l'imitation de la nature, maintenant, c'est l'art qui tente de créer la nature à travers les représentations picturales, le mode modal totalement délirant des musiciens modernes, entre guillemets, etc. Donc on voit il y a une inversion des valeurs, c'est toujours ça à prendre dans le discours, et on se retrouve dans la situation du scepticisme. Et on le sait, écoutez les enfants, on leur fait écouter de la musique modale, ils ont un scepticisme très immédiat, ils disent c'est pas de la musique. On dirait que c'est du bruit à peine organisé, ils ont raison, parce que ça ne suscite pas de sentiment. Et là, on voit que dans le monde de la représentation par les éléments, nous avons le sentiment qui est figuré par l'eau et qui est sous-entendu chaude, c'est-à-dire le sentiment est chaud, alors que le raisonnement intellectuel et mental est froid. Or, ça avait suscité des phrases très intéressantes et d'une profonde intelligence pratique chez les anciens, et je vais en citer une qu'on trouve parmi les anaglyphes toujours écrits en Égypte. Ils disent: quand tu vois que quelqu'un dans ton entourage souffre, ne lui donne pas de conseils, parce que le conseil, c'est comme le soleil d'hiver. Il éclaire mais ne réchauffe pas. Il vaut mieux quelqu'un qui se taise et qui manifeste sa présence régulière auprès de quelqu'un d'autre, sans critiquer, sans donner des conseils, parce que rien que la présence, c'est ça dont a besoin le cœur qui souffre. Donc on voit que dans leur manière de dire les choses, ils mêlent leur compréhension de l'univers par les éléments. Donc je vais proposer maintenant une autre manière de voir les éléments. Au centre, il y a le soleil. Pour les anciens, c'est un liquide, mais extrêmement chaud qu'ils appellent feu. En réalité, vous décomposez l'eau quand elle fait ça, et vous voyez la forme du feu, sauf que c'est verticalisé. Donc c'est assez bizarre leur manière de comprendre et de voir, mais c'est extrêmement efficace. On ne peut rien dire d'autre, c'est vrai.
Donc, on a une eau qui est très bleu pâle, comme ceci, en épaisseur, mais qui se veut transparente. Mais c'est un peu moins transparent que le ciel. Pourquoi? Parce que dans l'eau, quelle qu'elle soit, nous avons le reflet de l'entourage de l'eau. On ne peut pas voir l'eau directement, on ne voit que les reflets. Or, le sentiment, c'est pareil. On ne voit que la mémoire de quelque chose. Moi, par exemple, j'ai épousé ma femme parce que la première fois, la première seconde que je l'ai vue, ça m'a fait un choc. Mais vraiment un choc avec un bruit, mais personnel, intérieur. Et cette chose-là m'a manifesté un changement profond dans moi-même, mais dont je ne peux ni déterminer l'origine, ni l'horizon, ni la nature, ni le pourquoi, ni le comment, ni quoi que ce soit. Donc, je me suis dit en face de ça, c'est transcendant. Mais écoutez, l'histoire personnelle est assez étrange puisque, en réalité, 4 jours avant, donc, je m'étais dit un soir, voilà, j'arrive à un âge où les relations avec les femmes ne sont que des échecs. D'abord parce que je sortais d'un accident grave qui m'avait pris 4 ans de trou de mémoire totale et que je recommençais seulement à cette époque-là à me socialiser. Et je voyais que je pouvais avoir une relation entre guillemets normale, une approche, mais que ça ne suscitait rien parce que j'étais considéré moi comme anormal, instable, parce que je ne pouvais pas expliquer que je sortais d'un AVC gravissime, mais qui m'a laissé impeccable. Donc soit on me prenait pour un menteur, un manipulateur, soit pour un vieux beau qui essaie de se placer et d'avoir les faveurs des jeunes femmes, soit pour un type qui a des femmes dans tous les pores et des pores dans tous les hommes, parce que c'est comme ça, soit pour un type qui a une malfaçon et qui essaie de se caser, ou un type qui a eu plusieurs femmes, plusieurs divorces, qui a des enfants partout, etc. Donc le portrait que j'offrais à ces dames n'était pas cohérent et n'était pas porteur de tranquillité pour l'âme. Donc ça foirait. Et j'ai été en quelque sorte remis sur les rails de la chose, mais malgré moi. Et la personne que j'ai rencontrée, donc qui est devenue ma femme depuis, elle était capable de passer au-delà des apparences. Au début, elle me détestait. Et pourquoi? Parce que je racontais, j'étais tellement ému, changé, que je ne disais que des sottises. En sa présence, je devenais stupide, mais véritablement stupide de chez stupide. Donc on voit que ces choses-là sont liées à une polarité électrique. Non seulement je change de manière instantanée, mais je dois décider en ma conscience qu'est-ce que je fais. Ayant eu des désordres sentimentaux en quantité dans les années précédentes, je me suis dit, je vais encore me faire du mal inutilement, je vais perdre du temps, l'énergie, l'occasion de faire autre chose, étudier mieux ou moins mal, etc. Donc je me suis posé la question, est-ce que je reste ou je pars? Si je reste, j'assume le devenir de la chose. Si je pars, je me coupe la possibilité d'être réellement amoureux si cette femme s'approche de moi autant que je le souhaiterais. Et petit à petit, les choses se sont faites. Et elle a aperçu que derrière le type émotif à crever, puisque je suis en réalité un émotif primaire, toute ma jeunesse, j'ai souffert d'être bègue et peureux, réellement peureux, c'est-à-dire je ne voulais rencontrer personne. Mais ça s'est amélioré et il y a une chose inverse, c'est-à-dire ce que j'étais avant, je suis l'inverse. Maintenant, je rentre dans les choses et toutes ces choses-là. Pour ça, je suis resté au contact de cette situation nouvelle. Tout ça pour dire que au-dessus du sentiment, il y a la pensée qui vient, et cette carte-là, elle est figurée dans le jeu des tarots par cet arcane-là, qui est le 11e, qui est dit la force. Alors regardez, il y a 2 personnages, un animal, le corps en quelque sorte, qui a ses désirs, ses penchants, ses nécessités, et de l'autre côté, celui qu'on appellerait l'intelligence ou l'esprit, sous forme de femme. Il y a un lion en bas et une femme. C'est le sphinx des Égyptiens, ni plus ni moins, avec son visage d'ange et son corps de lion. Mais là, il y a un conflit qui n'est pas régulé comme il l'est dans le sphinx. Et l'arcane 11 montre 1 et 1 à côté, qui est un nombre premier. On ne peut pas le couper, alors qu'il est composé de 2 chiffres qu'on peut couper puisqu'ils sont semblables. Donc il y a toute une chose à réfléchir, à méditer sur pourquoi les chiffres ont été proposés comme ça. Pourquoi après le 10 vient le 11 avec 2 fois 1? Ça peut paraître mystérieux, mais il y a des règles ontologiques, c'est-à-dire qui sont très profondes dans le sens, qui obligent à cela. Et on voit que la force, c'est assez intéressant parce que ça rejoint le film La Révélation des Pyramides par le fait que c'est 1, le sphinx, 2, 11, c'est la maison astrologique du Verseau, ère dans laquelle nous rentrons maintenant. Et elle montre qu'il y a
un conflit entre ceux qui se prennent pour des intelligences, c'est-à-dire les Illuminati, et le peuple qui est pris pour une force brute, sans intelligence, etc. Or, je montre que là, ce qui brille, c'est la force. Mais la force, c'est un autre nom de la justice, du droit, etc., qui est bafoué. Donc cet animal va finir par... Alors, vous regardez que c'est exactement ce qui se produit, puisque l'intelligence présumée, elle essaie de faire ce que le lion, en dessous, se taise. Elle lui tient la bouche ouverte. Il peut respirer parce qu'il est utile. Il faudra qu'il travaille pour le maître qui est dessus, etc. Mais c'est lui qui se fait maître, si je puis dire. Vous voyez les richesses du langage en français. Et donc, on voit que c'est un conflit, le 11. Mais il est appelé la force. Pourquoi? Parce que la prééminence est donnée au sentiment. La vie d'un peuple dépend de la bonté de celui et de ceux qui le dirigent. Et dans bonté, il y a B, maison de On, le soleil, fixé dans la langue que j'essaie de faire comprendre. Et E, c'est l'énergie telle qu'elle est lancée dans le monde. E, c'est l'énergie latente, ici même, alors que l'énergie en mouvement, qui a une once de vouloir dedans, mais spontanée, est lancée dans le mot bonté. Ce n'est pas le cas de nos jours. On a des affreux tordus qui méprisent le peuple, qui ne l'aiment pas, voire le détestent, mais qui essaient de le manipuler. C'est comme ça qu'en prenant un serpent par la queue et qu'on parle à côté, on se fait mordre. Parce qu'il y a des serpents qui n'arrivent pas à remonter leur gueule jusqu'à un endroit, mais j'en ai vu 6 dans mon existence, en Afrique notamment, avec des serpents qui étaient capables de les mordre. Et eux, ils pensaient que parce que la main était au-dessus, on ne les mordrait pas. Ils se sont trompés. Tous, les 6 ont été mordus au coude. Donc faites attention, les gens du gouvernement, vous allez être mordus au coude. C'est dit. Donc prédiction gratuite. Je reviens sur la signification de ces choses-là. Les éléments, donc on a pris un serpent qui ressemble à l'eau, mais qui est sorti de terre et qui s'élève dans l'air. Et sa morsure, ça va être la mort sûre. Donc, nous sommes dans une situation que je décris comme les anciens le faisaient pour les prédictions. Le peuple, c'est le serpent au sol dans ce contexte-là. C'est donc que j'ai utilisé maintenant le déterminatif que je suis en train de d'énoncer. Donc, je dis le serpent, sa particularité, c'est de se mouvoir en rampant. C'est-à-dire, on a exactement la même situation avec les êtres célestes actuellement, c'est-à-dire les extraterrestres, ça fait bizarre ce que je vais dire, mais ils nous prennent pour vulgus pecum, comme on dit en latin, c'est-à-dire le plus bas de la création. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, il y en a qui nous maintiennent la tête hors de l'eau et qui nous dirigent de manière précise vers notre propre avenir, non pas ce qu'eux, ils veulent pour nous, mais notre liberté. Ils protègent notre liberté. Donc, ce que je veux dire, c'est que le monde actuel, les politiciens, ils essaient de prendre un serpent pour montrer qu'ils sont capables de maîtriser quelque chose. Le problème, c'est toujours la même chose, relisez la Bible, le serpent va mordre au talon. C'est l'endroit le plus faible. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'il y a un géant dont la cheville va casser. C'est le monde tel qu'on nous l'impose. Donc je peux vous dire que ce qui est actuellement tenté par les Illuminati va se casser la margoulette fort et durablement. Or, nous avons des kabbalistes qui prétendent connaître l'avenir avec les mêmes procédés, mais leur kabbale ne vaut rien. Et je dis tout de suite pourquoi. Parce que cette forme kabbalistique, telle qu'ici, elle est vraie. Elle est issue des tablettes égyptiennes anciennes, et on a réduit ce nombre à 78 alors qu'il y en avait 365. Le nombre de jours dans une année, de jours complets. Donc, on a mis 78 pour des tas de raisons, on ne doit pas les figurer ici, mais je vais le répéter juste pour qu'on sache que ce n'est pas n'importe quoi. C'est que 78, c'est la somme des 12 premiers nombres, 1 plus 2 plus 3 plus 11 plus 12, c'est-à-dire le zodiaque sous-entendu dans un nombre beaucoup plus grand, et la suite entre un nombre premier, 7, et un nombre qui est un grand diviseur, et qu'en plus c'est le premier de tous les cubes, le 8. Donc ce ne sont pas des choses arbitraires, aléatoires, nées de l'imaginaire, voire de l'imagination au mieux, mais ce sont vraiment des règles. On se souviendra par exemple qu'il y a 2 parties dans ce jeu, les 22 arcanes majeures valant les 56 arcanes mineures. Alors je précise, lorsqu'on retire 22 de 56, le résultat est 34. Et maintenant je fais 3, 4 pour 34, 5, 6 pour 56 et 7, 8. Donc j'ai une suite numérique, logique, etc. Mais on s'aperçoit que, qu'est-ce qu'il manque au début? Il manque 22
mais le 1 est doublé parce que nous sommes dans un monde de la dualité. C'est ce qu'expriment les anciens de cette manière. On continue avec le jeu de tarot qui, lui, et c'est pour ça que j'en parle, tout comme le jeu de cartes, est constitué de 4 zones qui sont l'épée, le denier, la coupe et le bâton. Alors que dans nos jeux de cartes, nous avons le cœur, le trèfle, le carreau et le pique. Mais là-dedans, il y a des informations. Tous les jeux sont issus de la malice des hermétistes qui ont dit le jeu, c'est la chose qu'on ne pensera pas à détruire parce que tout le monde a besoin de jeu. Tous ceux qui ont été enfants un jour dans leur existence, et il y en a beaucoup, eh bien, savent ce que c'est qu'un jeu. C'est un lien social très important et c'est un moment de détente mentale, etc., de créativité. Et c'est comme ça que les anciens appelaient l'univers. Il est toujours en état de détente mentale, l'univers. Il ne fait que ce qu'il veut, il pourrait faire tout, il fait ce qu'il doit. On va revenir là-dessus un autre jour. Simplement, les 4 zones des jeux de cartes, ce sont les éléments, et je vais le montrer de manière très particulière dans le jeu de cartes ordinaire. Vous prenez le jeu de cartes ordinaire et vous dites, en réalité, il y a 4 éléments dedans. Vous dessinez le 1, comme ceci, et pour bien comprendre que nous sommes dans la dualité dont je viens de parler dans le jeu des tarots qui commence, vous faites une opération que l'univers pour se créer fait. Donc je montre le 1, comment je vais le montrer comme ceci, si c'est possible, pas trop bêtement, mais la partie ici et la partie là, c'est le 1. On le redouble comme s'il s'agissait d'un reflet, on obtient une flèche. En réalité, on doit appeler cette flèche dans le jeu de cartes ordinaire le pic. On fait la même chose avec le 2 que je dessine ici, on fait ça, le 2. On réunit le 2, mais on ne l'a pas mis dos à dos d'une ligne verticale, mais on le met face à face et on a un cœur sur un motif plat, en équilibre. Et le cœur, c'est ça, c'est un équilibre qui est de 2 personnes qui auraient le même équilibre que le 1. Et donc, nous avons pique et cœur. Et on voit qu'il y a d'abord l'obscurité, ensuite la lumière active, parce que le rouge figure la lumière active, alors que le haut, c'est le feu, mais on ne le dit pas autrement que par son inverse, c'est-à-dire le noir, l'absence de lumière. On continue avec le trèfle. Le trèfle, son nom l'indique, c'est une plante avec 3 lobules, donc c'est le nombre 3. Et le trèfle, il a la même queue, si je puis dire, que le pic, c'est-à-dire une sorte de pointe qui permet l'équilibre, alors que le pic, c'est le cœur inversé. Donc toutes ces choses ont une signification, comme je l'ai expliqué dans d'autres conférences filmées tout à l'heure. Dans le contexte dans lequel je parle, il y a eu d'autres sujets abordés comme ça, c'est-à-dire la forme a un sens. On voit que le pic, c'est le sentiment retourné vers le haut. Écoutez bien la leçon, le pic, quand il sort dans les cartes, la leçon dit ceci, tu perds des sentiments, parce que perdre des sentiments, ça permet de monter dans la compréhension des choses. C'est-à-dire, c'est dans l'épreuve sentimentale qu'on s'améliore et qu'on monte. C'est une période sombre, d'où le pic noir. Les fesses en bas sont suffisamment explicites, je n'ai pas besoin de le dire, et ce qui pénètre les fesses, c'est pire encore. Donc, Rabelais parlait comme ça. Donc, il est devenu incompréhensible. On dit, mais ce n'est pas de la littérature bourgeoise, c'est sûr, mais c'est sa manière de dire les choses. Donc, nous avons pour commencer le pic, l'obscurité, mais qui monte vers le haut, qui est de nature divine. Et ensuite, on a le cœur, c'est l'inverse. Il descend, mais lui, il s'arrête, alors que l'autre ne s'arrête pas vers le haut. Voilà. Mais je vais donner une autre idée de la chose. Dans les ouvrages hermétiques, par exemple, le dictionnaire mytho-hermétique de Dom Pernetti, donc Dom, D-O-M, Antoine-Joseph Pernetti, c'est un prêtre qui a écrit le dictionnaire mytho-hermétique. Il dit dans son dictionnaire, au mot hache, au mot lance, etc., la lance, comme les armes en général, sont la figuration du feu chez les anciens. Donc le pic, c'est le feu. Nous avons le cœur après. C'est la partie en quelque sorte charnelle, sentimentale, mais ça décrit aussi bien le complexe cardiovasculaire, c'est-à-dire le cœur envoie le sang et le sang a pris l'air, etc. Donc on peut traduire ça soit par l'air, soit par l'eau, ou le mélange des deux, mais on va aller plus loin tout à l'heure en remontant cette série de 4 vers son début. Nous avons donc le trèfle pour 3, et c'est le monde végétal qui est sous-entendu là. Le monde animal étant sous-entendu dans le cœur.
Ça se précise ce que je suis en train de dire. Et en dernier lieu, nous avons le carreau et qui est figuré par 4 lignes, non plus droites, mais 4 pointes avec des courbes qui se rejoignent. Si vous inversez le carreau, vous avez un cercle. Donc c'est une manière de signifier cercle et carré. Et la leçon est extraordinaire là-dedans parce que les vraies mathématiques sur lesquelles je fonde celles que j'ai retrouvées les anciens fonctionnent sur cela. C'est pourquoi ça s'appelle des carreaux de terre. Mais vous avez les carreaux de terre qui permettent une géométrie très, très élaborée. Et là, je m'adresse aux musulmans. Ils savent que le décor de leur mosquée ne présente jamais d'individus. Pas plus des plantes que des animaux, que des êtres humains, ni même la figure de Dieu. Ça n'est que de la géométrie à partir de la terre, la forme qu'il donne. Tout ça, c'est l'entrelac du sens qui est donné comme fondation de l'univers visible. Donc, eux, ils ne peuvent pas représenter la divinité, sauf par l'intelligence de la divinité qui est contenue dans la méthode qu'utilise la divinité, donc la géométrie, qui sont les mathématiques rendues visibles et sensibles, pour exprimer cela. Mais la plupart du temps, les imams ne le savent pas. Aucun musulman, pratiquement, ne veut admettre ceci, qui est pourtant une évidence ancienne. Qu'est-ce qui figure cette chose-là dans la mosquée classique traditionnelle? Ce sont les minarets, qui figure la flamme et le dynamisme vers le haut, alors que les coupoles figurent le dynamisme de l'intérieur. La coupole, c'est littéralement le ventre de la femme, le ciel, etc. Alors que la volonté religieuse d'aller vers le sommet et vers la divinité, c'est ça. Donc, il faut bien se remettre dans ce contexte. On revient à des choses plus normales, entre guillemets. Ce que je viens de dire à propos des dessins qu'on trouve dans les mosquées, ça figurait comme l'envers de l'univers des cartes avant. Vous trouvez une carte, vous la tournez. Là, on n'a pas ça sur ces cartes de tarot, mais sur les cartes ordinaires, on a tout un monde d'entrelacs, etc., etc. Et tout part avec une régularité en croix. Sous-entendu, regardez les musulmans, vous êtes en association étroite avec le monde chrétien. Ce n'est pas la même chose avec le monde judéen qui est en partie musulman parce que il ne peut pas représenter la divinité, c'est le monde aniconique, mais il peut prétendre en parler. Ça, c'est redoutable. Mais on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, ça pourrait nous valoir du mal. Bon, je continue avec la terre, qui signifie 3. On arrive au 3e, c'est le carreau. Et le carreau, c'est ce qui, normalement, dans les maisons anciennes, tout du moins, avec le bois pour des lattes de bois, ça a été remplacé de la même manière que la franc-maçonnerie, la maçonnerie, donc, a remplacé les carbonaries, les gens qui étaient les maçons de la forêt. Les francs-maçons, ce sont des maçons de la ville. Donc, on voit qu'il y a dans cette chose-là des choses à comprendre. Le carreau est rouge, rouge comme le sang, comme le fer de la terre, parce que le fer dans la terre, il rend l'argile rouge, et on fait des carreaux d'argile, donc de cette forme intermédiaire entre le carré, puisqu'il y a 4 pointes, et le cercle, puisque quand on réunit les courbes qui constituent ce carreau-là, on refait un cercle. Donc on a la terre d'un côté et les 4 directions de la terre concaténées. Ça s'appelle le carreau, c'est-à-dire aussi bien la main qui se dit kyro en grec, aussi bien le cœur, etc., des tas de mots. Et cette fois-ci, la méthode n'est pas acrologique, mais elle porte un nom spécifique, une manipulation de langage, si je puis dire, c'est paronymie. Donc, on retiendra cela, il y a anagramme, il y a toutes ces choses-là, et ce sont des modalités qui permettent de mélanger des lettres parce que la valeur des lettres reste la même, mais l'ordre change le sens. Donc, dans carreau, nous avons d'abord un reflet. Le sol est le reflet, chez les anciens, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, on a ce reflet-là, et la Terre, avec ses 4 directions et sa circularité, ressemble au ciel, puisque le cercle est l'emblème du ciel, et la Terre étant l'emblème de la Terre, c'est un carré. C'est ce que l'on voit dans les mosquées. La base d'une mosquée, c'est un carré de base, ou un cube même. Au-dessus, il y a une boule. Généralement, c'est comme ça. Or, ça représente la Terre avec juste au-dessus et en contact. Voilà. Et le verbe terrestre, les gens qui chantent, eh bien, voilà. Et c'est pourquoi, dans le monde musulman, et je donnerai l'année prochaine une conférence sur l'islam et son ésotérisme, et je dis bien pas le monde musulman, mais l'islam, eh bien, lorsque le personnage fait sa prière et il touche
le globe de sa tête, il le met sur la terre, qui est considéré comme un cube par les anciens, ou par une croix, il remet l'esprit qu'il possède en lui-même au contact de l'esprit de la terre, qui est le réceptacle du ciel, le reflet du ciel. Donc on voit quand même que ce sont des choses peut-être complexes, mais qui reposent sur des figurations qu'on peut lire dans tous les rites, dans toutes les habitudes quasi spirituelles, au moins cultuelles. Ça marche? Donc on a le carreau, c'est la terre. Ensuite on a le trèfle, c'est le végétal. Ensuite on a le cœur, c'est l'animal. Et on termine avec la pique, c'est la chose spirituelle. Donc on reconstruit l'homme. La terre, c'est le monde physique. Le végétal, puisque ça consomme l'eau, c'est le monde des sentiments, de la mémoire, etc. Le monde du cœur, c'est parce que tout est teinté comme cela, c'est le monde animal, parce qu'on est obligé de passer par ces voies-là. J'ai dit tout à l'heure que tout cet enseignement se complémentarise, puisque l'alphabet est seul. 26 fonctions plus 4. Bon, je dirais donc que tout ce que j'ai pu dire, que ce soit dans les vidéos que tu as prises de moi, celles d'autres personnes, que ce soit Guillaume, que ce soit l'autre Guillaume et son épouse, que ce soit d'ailleurs même Bruno Bellanca, cet escroc, c'est pareil. Je ne varie pas d'un iota, je ne fais que restituer en termes contemporains l'enseignement des anciens. J'ai promis ça à mon grand-père, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle, c'est entendu. Et mon dernier souffle n'est pas près d'arriver normalement, donc ça pourra se faire au complet. Même si on pense que j'ai encore 6 films à faire, je termine seulement le 2e, mais je rappelle que selon Pythagore et ceux qui apprécient ce qu'il dit, le commencement est la moitié du tout. C'est-à-dire les personnes qui vont louper ces 2 films ne comprendront pas la suite et ce sera tant pis pour eux. Ou pour elles, ces personnes. Bon, on revient à des choses intéressantes. Donc, je montrais que dans le jeu de cartes, nous avions les 4 éléments. Dans le jeu de tarot, ce sont des cartes longues qui sont faites sur le modèle de 2 carrés superposés. Vous voyez, on appelle ça oblong. C'est le double carré ou le carré long des francs-maçons. Eh bien, nous avons 4 catégories, j'ai dit tout à l'heure, c'est les atouts, c'est-à-dire où on appelle ça également d'un autre nom, les arcanes, les 22 cartes avec des dessins originaux spécifiques et 56 cartes qui sont nombrées, donc comme le jeu de cartes ordinaire, mais il y a des figures dessus, des emblèmes, etc. Et elles sont réparties comme les cartes ordinaires en 4 catégories de 14 chiffres, c'est-à-dire la lettre N sous-entendue, c'est-à-dire ce qui va du haut vers le bas. C'est très compliqué parce que ça spécifie, ça précise les éléments qu'on va retirer de l'interprétation des arcanes dits majeurs, les autres mineurs. Donc, il faut savoir que comme en musique, le mode majeur, c'est un mode viril, militaire, alors que le mode mineur, c'est un mode sentimental, etc., etc. Pour le jeu des tarots, la dualité, c'est le double carré et la partie masculine et volontaire et la partie passionnelle en quelque sorte. Quand on a des grandes douleurs sentimentales ou des problèmes vitaux, médicinaux, etc., il arrive que celui qui connaît vraiment le jeu de tarot aille chercher les précisions dans la partie mineure. Donc, ce qui nous intéressera, et vous le verrez dans le prochain film, c'est le nombre 56 a une très grande importance puisque c'est une double lunaison, non plus, comme je l'avais expliqué dans un autre exposé vidéo, une révolution avec le soleil au bout, en quelque sorte. Là, c'est la révolution, vous prenez une étoile, la Lune dépasse cette étoile et la rejoint, c'est 28 jours. 2 fois 28 égale 56. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour faire 28, il faut 4 fois 7. Et là encore, on se retrouve à se tremper dans ce que les zozos appellent numérologie sans comprendre la force, la puissance et l'utilité de cette chose-là. Petit à petit, ça viendra. Donc, nous avons d'un côté le jeu ordinaire. Et le jeu ordinaire, quand il a 52 cartes, il figure les 52 semaines de l'année et les 4 saisons. Une froide avec le pic, une autre froide l'automne avec les végétaux et le trèfle. Et le carreau, c'est l'activité solaire sur la Terre, c'est-à-dire donc une période plus importante. Mais c'est interchangeable. Pour le jeu des tarots, ces 4 figurations renvoient à d'autres choses. On va voir quoi. Mais on va mettre ça dans l'ordre pour montrer que c'est l'intelligence qui a conçu ça. C'est l'imagination la plus
précieuse, la plus complète, la plus profonde, la plus étendue et surtout la plus utile. Donc, on va prendre le nom de chaque chose. Nous avons, je vais le mettre dans l'ordre pour piéger les ignorants, le bâton qui est une partie, le quart de ce jeu d'arcane mineur. Nous avons ensuite la coupe qui est aussi un quart de ce jeu. Ensuite, nous avons le denier, qui est une pièce, etc. Et pour terminer, l'épée. Nous avons 4 figures qui déterminent 4 parties des arcanes mineurs de ce jeu. Mais il faut que l'autre partie soit dite, ça s'appelle atout. Et donc, mais ça s'appelle également l'âme, comme s'il s'agissait de l'âme du jeu, ce qui fait vivre ce jeu. Mais vous avez A pour A et L de l'âme pour... Voilà. Sachant que la lettre arabe, l'âme, parce qu'elle existe, est au 12e rang de l'alphabet arabe et ça dit aussi bien rechercher, s'instruire, soulever des pierres dans le contexte, c'est-à-dire quand on veut connaître quelque chose qui est caché, on soulève une pierre, etc. On peut même traduire dans certains poèmes anciens, ce n'est pas l'arabe d'Afrique, auquel cas c'est l'arabe de Mésopotamie, c'est éplucher un fruit. C'est en ressortir la graine et tout ça. Donc c'est important de savoir cela. C'est ce qu'on dit dans le mot l'âme qui concerne les atouts, c'est qu'il faut aller chercher la graine, la chose centrale. C'est ce que propose cet arcane-là, en montrant au centre le nombre il. C'est le centre, le noyau, c'est la graine de ces choses-là. Et notamment par le fait que cette chose-là, elle doit monter, c'est pourquoi le chapeau est la moitié de ça en termes de forme et de couleur, mais il a augmenté de volume, c'est la compréhension du centre des choses, mais n'allons pas trop vite, sinon je serai obligé de vous expliquer et l'alphabet, puisque c'est de l'alphabet, et le nombre, et le jeu des tarots, des formes et tout ça, en un seul enseignement. Et là, je sais que vous seriez en train de me traiter de fou, de me pendre par les pieds, etc., la tête dans le sable. Enfin, c'est impossible à comprendre parce que nous sommes habitués dès l'école à couper les choses, alors que les anciens, ils passent leur temps amicalement à réunir les choses par ressemblance. Nous, on fait l'inverse et on ne peut aller à cause de cela que vers la rupture entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme. C'est ce qui se produit en ce moment, etc. On va empiler les bêtises jusqu'à ce qu'elles nous détruisent. Donc, c'est pourquoi mon travail, c'est de prévenir que ce qui ressemble à quelque chose d'autre a par essence le même destin. On dit bien couper les cartes, donc je vous montrerai que même dans ces cartes de tarot, je ne sais pas encore si je vais mettre cela dans le film, parce que c'est délicat d'interpréter cela dans les langues étrangères, puisque c'est le français la référence, comme vous l'entendez. Nous, on dit ça, l'âme et l'apostrophe pour ce qui nous fait nous animer, mais une lame, c'est une carte du tarot, et l'âme, c'est une lettre de l'alphabet arabe, la 12e, avec la notion de zodiaque, etc., enfin toutes ces choses-là, de 1 à 2, tout ce bazar-là est concaténé. C'est pourquoi il est difficile de prendre cette manière de... Donc, je disais, nous avons une carte qui est un double carré, qui a les propriétés donc, du sol de la chambre de la grande pyramide égyptienne. Et ça n'est pas n'importe quoi, puisque si je donne le cours en entier, c'est 8 heures d'affilée à travailler. C'est le dos de la carte qu'on voit là, hein, double carré. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de dire que sur cette carte-là, nous avons la table d'émeraude. En effet, les 3 pieds sont la lettre M, dont je vous disais que la graphie, dans un autre exposé, c'est le 3. Donc, nous avons table d'émeraude. Table, parce que c'est fixer la capacité. To able, en anglais, c'est être capable de. Donc, la lettre M est ici. Ici, c'est donc 13, c'est-à-dire le monde de la mort. M pour monde et M pour mort. L'ombre, ici, c'est la mort. On voit quand même que c'est assez invraisemblable de consacrer par des choses concrètes, des choses qui peuvent être totalement abstraites. Mais on ne va pas aller plus loin aujourd'hui, mais pour les francs-maçons, ça peut les intéresser. Ici, il y a un bras qui est courbé dans un angle aigu et là, dans un angle droit. Il devrait se rappeler que l'angle droit, c'est l'équerre et l'angle aigu, c'est le compas. Donc, l'angle droit étant plus grand que l'angle aigu, il a une valeur supérieure et l'équerre, c'est ce qui détermine l'ordre. Le compas, en quelque sorte, c'est l'harmonie, mais elle est liée à un ordre antérieur. Je ne peux pas expliquer ça aujourd'hui, ni aux francs-maçons, ni aux architectes, ni à d'autres, mais l'univers prend sa loi là-dedans et elle est figurée là-dedans. Je donne un autre exemple, Léonard de Vinci. Tout que j'ai expliqué dans une autre conférence en vidéo avec toi d'ailleurs, que nous avions Viollet-le-Duc architecte. Je vais prendre peintre, architecte,
ingénieur de guerre, monsieur Léonard de Vinci. Première lettre L, l'équerre, Vinci V. Ça se lit élevé dans l'ordre, mais c'est équerre et compas, mais inversé. Si je remets ça dans l'ordre inverse, c'est-à-dire j'obtiens les lettres du mot logos, mais en grec, c'est-à-dire la lettre L majuscule, c'est un V renversé, la lettre G, c'est un L renversé. Donc on voit qu'il y a une cohérence, et ces personnes-là, des hermétistes par vocation, se trouvent avoir un nom en rapport avec leur fonction. J'apprécierais que quelqu'un de savant me dise ce que je dois lire dans JG, qui ne sont pas jaunes gilets, comme on pourrait le croire, mais gilet jaune, ça a une incidence là-dedans. Essayez de comprendre et vous verrez qu'il y a des informations sur l'avenir de notre pays et du monde, parce que de cette force-là va naître autre chose. Non pas un changement révolutionnaire, mais un changement évolutionnaire. Bon, continuons avec le jeu de tarot. Je vais remettre ce que j'ai dit précédemment dans l'ordre, et je vais reciter cet ordre. J'avais dit, on commence par bâton, on continue par coupe, on continue par denier, tu n'as pas suivi. Et si, on termine... je l'ai dit denier, après bâton. Tu l'as dit denier, alors je n'ai pas entendu, et on termine par épée. Si on met atout, au début, ça fait A pour atout, B pour bâton, C pour coupe, D pour denier et E pour épée. Donc j'ai 5 lettres de l'alphabet dans l'ordre de l'alphabet, et en mieux, parce que c'est intéressant, l'épée, si je prends l'épée, pour considérer cela, il y a 3 E dedans. Énergie, et la lettre P, c'est la lettre graphiquement R chez nous, mais chez les... Et j'ai désigné que c'est la stabilité, la pierre. Ça sous-entend que c'est 3 formes d'énergie par rapport à la force. Pour la force, il faut ajouter V, qui est la volonté. Une énergie plus une volonté, c'est une force. Pour les anciens, l'énergie, ça n'a pas de sens. Quand on dit matière égale énergie, pour eux, c'est un contresens absolu. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est pour les physiciens, les vrais. Et donc, je disais, l'épée, sa particularité, notamment, c'est la taille pour le sabre et la pointe pour le fleuret. Donc, la pointe, ça représente le point du mathématicien géomètre, parce qu'avant d'être mathématicien, il doit être géomètre, parce que le vêtement du nombre, c'est la géométrie, et géo, en grec, c'est géométrie, c'est mesure de la Terre. C'est très important parce qu'à l'origine, c'est la mesure de la Terre qui a donné l'unité qu'on appelle mètre. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus parce que se faire mettre dans ce domaine, ça aussi, ça existe. Et donc, mais il faut le mettre un thermomètre, hein, tout le monde le sait. Bon, je disais donc que nous avons cette situation que les anciens nous donnent ça en forme de transmission. Avec l'épée, c'est le point. Avec le bâton qui a 2 extrémités, quoi qu'on fasse, ce sera la ligne. Avec le denier, nous avons la surface. Pourquoi? Parce que c'est une pièce, c'est l'association d'une surface au-dessus et en dessous. Et je rappelle que la pièce, pour les anciens, en mythologie grecque notamment, c'est une monnaie, mais c'est surtout le monde double de monsieur Hermès Mercure. À savoir, la monnaie peut rendre les hommes heureux ou malheureux. Actuellement, la monnaie rend certains heureux et d'autres très malheureux. Ceux qui en ont beaucoup, au lieu de partager, ne le font pas. Donc, ils n'utilisent pas la physique qui va du chaud au tiède jusqu'au froid, en donnant leur argent ou en construisant le monde grâce à l'argent qu'ils ont thésaurisé. Donc, on est dans un contresens qui va coûter la vie à beaucoup de gens à cause de cela. Donc, pas de philosophie, pas de vie morale, donc pas de vie sociale. On continue. Donc, avec le bâton et le denier, nous avons la ligne et la surface, et la coupe, c'est le volume. Donc, nous avons les 4 éléments doctrinaux, je précise, les 4 éléments qui constituent la géométrie et par conséquent les mathématiques, le nombre, etc. Parce que là-dedans, on considérera le nombre de points. 1 point pour 1, 2 points pour 2, 3 points. C'est ce qu'on écrit dans les anciennes graphies. Au Mexique ancien, vous avez 1, 2, 3. Or, eux, ils vont jusqu'à 3 avec raison parce que 4 peut prendre différentes formes géométriques. Donc, ils considèrent que les 3 points qu'ils indiquent, dont la somme fait quand même 6, le monde de la gravitation, qui nous enferme tous dans le temps et dans l'espace, c'est ça la vraie physique des anciens, et non pas l'inverse. Et donc, avec cette acception-là, on commence à comprendre que le jeu de tarot est fait par le mot, avec les lettres, voilà, et il vous le dit. Il dit le nombre dont on vient de parler commence par ici, et la lettre est là. Mais il sépare ça parce qu'ils disent dans leur langage
L'univers est constitué de choses séparées, donc discontinues, et de choses continues qui sont la forme et la couleur. Donc là encore, nous avons une parité qui était déjà indiquée par le double carré et par la face lisible et la face incompréhensible. Donc c'est véritablement une science de la polarité qui nous est exposée. On va nous dire vicieusement, et la coupe là? Eh bien regardez ce qu'il y a à la coupe, il n'y a rien, il y a une séparation entre deux choses, et cette coupe, elle est indispensable puisqu'elle unit deux choses qui sont séparées. Ça, c'est le monde de Mercure. Le dieu double, il vous dit, il faut comprendre ça par ça. Mais ça, c'est l'intuition seule qui peut le comprendre. Ça, c'est l'intellect. On remarque que intuition et intellect commencent par I et N. Donc, on doit savoir que c'est dedans en anglais, langue des descendants, notamment des Atlantes. On verra ça une autre fois. Donc là, je suis en train de reformuler l'histoire du monde, l'histoire de la science, du langage, de tout ce qui fabrique une société, etc. Autre indication, nous avons ici le deuxième arcane, il y a 2 fois 1. On pourrait dire, mais c'est comme 11, puisque le 11, regardez, il a la même gueule, sauf que sur cette carte, il n'est pas 2 fois 1 comme dans un domaine, il est X et 1. C'est le nom même de la lumière, qui, xi, etc. X, c'est la quantité inconnue. Donc, on ne sait pas qui est le 1, on ne sait même pas si c'est un nombre à proprement parler, hein, dans la théorie des nombres, on est bien embarrassé, etc. Ce que je voulais vous montrer dans cette deuxième carte, c'est que vous avez quand même ici un personnage qui a un chapeau, une mitre, en 3 parties, mais au-dessus il y a 2. C'est-à-dire, avant de réaliser le ternaire qui spiritualise les individus humains, il faut comprendre la dualité telle qu'elle a été mise en œuvre pour créer l'univers lui-même. Et vous voyez, l'ouverture, c'est le savoir. Le livre, c'est le savoir, c'est la liberté. Victor Hugo, très justement, puisque c'était un hermétiste, disait que la liberté commence là où finit l'ignorance. C'est ce que je voudrais que tout le monde dans cette conférence en vidéo comprenne, que c'est extrêmement important de se dire que si on n'apprend rien, on n'est pas un personnage humain. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est que nous, on peut rentrer dans le dessein divin de la création. L'animal, très peu. Il ne le peut que par l'amour qu'on lui confère, qu'il a avec ses congénères, etc. Ce qui fait évoluer un animal vers l'intelligence, c'est l'amour de ses maîtres. Un chien devient intelligent à mesure de l'amour et de l'intelligence que lui offre un maître. Mais il se peut que le chien soit plus intelligent que son maître dans son comportement, etc., etc. Donc la liaison animal-humain est très importante aussi à regarder. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que le nom de cette carte, c'est la papesse. Or, on constate que le nombre qui est au-dessus de cette carte, c'est le nombre 2, et la papesse exprime cette dualité, parce que vous avez dans la papesse la lettre L, c'est elle qui est toute seule, c'est l'ordre, mais elle est considérée comme étant double, puisqu'il y a le double de cette valeur-là pour la constituer. J'espère qu'on me comprend mieux. Bon, la lettre L, c'est 2 fois la petite partie en haut, c'est donc un triangle rectangle sans sa diagonale, c'est-à-dire son hypoténuse. Mais ce qui m'intéresse, donc, dans la papesse, il y a la papesse. 2 fois A, côte à côte, là, la, L d'ici et P ici. 2 fois P, le P ici, mais séparé par le A. Ensuite, 2 fois E séparé par 2 S. C'est-à-dire qu'on a A, E, P, S doublé. 4 lettres doublées et seulement la L. Donc, nous avons un 8 qui est sous-entendu, et le 8, c'est le nom que les anciens donnaient à Hermès, parce que c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire le nombre 5 sous-entendu, c'est-à-dire le premier cube. Donc, le cube, c'est la nature pour les anciens. Cybèle, c'est la maîtresse de la nature, de l'ordre dans la nature, plus exactement. Et regardez un cube, vous avez la lettre L partout. Et combien de pointes y a-t-il, ou d'angles dièdres, comme dirait le matheux géométricien, comme on disait chez les anciens? Il y a 8 pointes au cube. Donc, c'est intéressant de s'apercevoir de cette chose. Il y a 6 faces, 8 points, et combien de lignes? 12, comme un zodiaque. Donc, on ne peut pas se tromper. On est en train de représenter par des formes géométriques des concepts, des notions qui peuvent relever de la géométrie spatiale, donc astronomie,
ou la cosmographie plus précisément, etc. Donc c'est une forme d'intelligence très particulière. Le 6 des faces du cube parle de la gravitation. Tout est soumis à la gravitation et je le dis, même les photons et même les neutrinos ne sont pas des masses, des éléments sans masse. Je ne le dirai pas plus maintenant parce que je m'occuperai d'abord de réformer les mathématiques et ensuite la physique en montrant par des exemples. Donc le cube avec ses 6 faces nous dit nous sommes enfermés dans... Voilà. Néanmoins, il dit aussi que comme on ne peut voir que 3 faces à la fois, nous pouvons voir le ternaire de la forme à travers la compréhension du nombre 3, c'est-à-dire la lettre M. Il nous faut comprendre la vie et la mort. Regardez la lettre M, comment elle est faite. Vous séparez le A en deux, vous mettez un V dedans, et c'est la lettre M aussi. Donc cette géométrie-là, que j'ai tenté d'expliquer par des exemples aussi nombreux que possible, mais accessibles, dans cette précédente vidéo, elle devient délirante tellement il y a de possibilités simplement avec la géométrisation de l'alphabet. Pour regarder W, c'est l'inverse du A, et le V, la tête en bas. Donc le W est en relation. C'est pourquoi dans water et eau, il y a des relations aussi. Sauf qu'on dit Wasser en allemand, on prononce V, qui est la graphie du U antérieur. Donc on devrait prononcer Wasser si on était dans... Mais toutes ces choses-là étant en évolution, le U, c'est la partie féminine du contenant, le V, la partie masculine. Il est sûr que la partie masculine a attiré l'attention des anciens du point de vue médicinal parce qu'il n'y a pas seulement la vessie à considérer, pour l'homme, il y a aussi la prostate. Voilà. Donc, ceci étant dit, on voit qu'il y a énormément d'éléments. Voilà. L'élément central, on vous le dit ici, par la lettre O qui est figurée, et dedans c'est jaune. Pour les gilets jaunes, ça devrait être une indication. Pourquoi le jaune ? Je l'ai dit dans une autre conférence, c'est la langue du don en quelque sorte. Parce que dans jaune, il y a J, qui est le U auquel il manque une partie. C'est-à-dire le contenant. Ça veut dire que ce contenant est en train d'être offert, divulgué, etc. Et dans jaune, on pourrait écrire J-O-N-E. Et c'est ce qu'on doit faire aussi d'une manière générale. Quand on a jaune AU, on comprend que le J et le U sont en relation à travers le A. Dans le jaune, J-A-U. Alors qu'on peut écrire jaune J-O, etc. Donc, ces choses-là ne sont pas évidentes à comprendre. Mais gilet jaune, nous avons le O de jaune, sous-entendu ici dans le rond. Le O de ici est de jaune. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ça vous dit le centre pour l'homme, c'est ici. Et en effet, le personnage montre ce que les orientaux appellent le ki. Hi, normalement, c'est un souffle de hi. Presque K, mais normalement, c'est Chi. Voilà. Donc, c'est la lumière vraie, la vie elle-même, d'où la lettre I au milieu de ce mot-là, vie, réceptacle de la lumière énergétique, sous-entendu, ce qui nous fait vivre. On verra que si on allait plus loin, rien que le mot vie nous donne les modalités de la chose. À savoir, le V, c'est le réceptacle du cosmos, d'une manière générale, plus que le U, puisque le U ne vise que ce qui est au-dessus de lui. Le V, lui, il prend tout. Il y a la différence, la nuance, c'est pourquoi c'est le masculin qui l'emporte dans l'ancienne manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme, ça veut dire qu'il a plus de force physique à appliquer dans les choses difficiles. Il a la liberté d'être, parce que quand l'homme n'est pas enceinte, il n'est donc pas confiné à l'intérieur d'une maison, il peut aller à l'extérieur, ramener des choses, etc. Donc ces toutes petites choses-là disent non pas que l'homme doit assujettir la femme à sa volonté, ni quoi que ce soit. Rien de tout cela n'existe chez les anciens. C'est la perversion de tout cela par les politico-revanchards, etc. Parce qu'en réalité, les chefs religieux maintenant sont surtout des chefs politiques. On le voit d'ailleurs en Iran, où le monde iranien est dirigé par... voilà. En Irak, c'est resté correct, si je puis dire. Bon. Vous notez que Iran et Irak commencent par 2 fois la même lettre I, l'intelligence, R et la force B. On reviendra là-dessus à un autre moment, quand on parlera de la Kabbale hermétique et non hébraïque et des pays. Vous allez voir que là, on scie très proche du sol. Bon, je continue. Nous avons donc la papesse qui manifeste la dualité conceptuelle. Donc on peut dire sans se tromper, et symboliquement cette fois-ci et emblématiquement aussi, que lui, c'est le créateur, elle, c'est la création.
Et elle, puisque c'est elle, elle va non pas créer, mais engendrer. Vous voyez la petite nuance. Créer, c'est faire quelque chose à partir d'autre chose antérieure, mais comme il est l'antériorité de tout, le créateur, on n'a pas le choix. Mais c'est intéressant de savoir que créateur, c'est la lune, c'est le reflet de quelque chose, et R, c'est la force. La création, c'est le reflet d'une force intérieure qui veut agrandir l'univers sans cesse. C'est ce que fait d'ailleurs l'univers lui-même, il s'agrandit sans cesse, à tel point que les bords de l'univers dépassent prétendument la vitesse de la lumière. Ce qui gêne beaucoup dans la relativité, puisque c'est un principe faux, mais bon, il faut trouver le moyen de le contrarier, qui dit que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse limite. Absolument pas. Il n'y a pas de limite dans l'univers, puisque c'est la volonté divine, dont on ne peut pas comprendre par nature, qui fait ce qu'elle veut. La pensée, quelle est sa vitesse? Aucun moyen de le savoir. Ni le sentiment. Moi, j'ai eu l'impression que ma rencontre avec celle qui est devenue ma femme a pris une infinité de temps, c'est-à-dire que ça s'est étendu dans toute mon existence après cette rencontre. Tout ce que je vivrai sera consacré à cette rencontre, mais je ne sais pas combien de temps ça a pris matériellement. Un millième, un milliardième de seconde, c'est impossible à savoir. On en est dans la situation que partage normalement un physicien qui comprend bien la situation. Vers l'infiniment petit, il y a un infini, vers l'infiniment grand, il y a un infini aussi. Et l'infiniment centre, nous, on n'est même pas construit. Vous voyez le problème. Or, la divinité nous propose de devenir infiniment capable, etc., comme l'est sa création. Donc, il y a du boulot. On revient là-dessus. Donc, si vous savez lire, vous avez la lettre C qui est figurée par ce bras-là et la lettre V ici. Ce n'est pas le curriculum vitae de la divinité que je vous propose, mais les lettres C, la lune et ce que donne la lune, c'est-à-dire ce qu'on peut récupérer d'elle. Et la lune, dans son plein, c'est ça. Donc, je m'adresse ici à des alchimistes. Le centre de la chose alchimiste, c'est là. C'est normal puisque le 1 désigne aussi le A. Dans le battleur, vous avez quand même à lire attention parce qu'entre le haut, le nombre, et le bas, la lettre trompe, le nombre ne trompe pas. Donc faire attention que Et ça, c'est le monde de la pensée. La lettre, la parole et le nombre, c'est le monde de la pensée. Le nombre, on sait où il commence, on ne sait pas où il s'achève. Le mot, il a un terme, de même que l'alphabet a un terme. Donc, on a encore une division par deux. Ce qui commence et qui n'a pas de fin, et ce qui commence et qui a une fin. Et c'est très bien expliqué sans avoir à vous l'expliquer, puisque le 1 est écrit en noir sur fond blanc. Et il n'y a pas d'autre alternative. Ou c'est noir sur fond blanc, ou blanc sur fond noir, mais on a préféré blanc, parce que tout est pur, hormis la chose que l'on figure. Et pourquoi? Parce que ça détermine la divinité. Pour les anciens, ce qui est divin, c'est ce qui n'a pas de commencement, de milieu ou de fin, qui est toujours égal à soi-même. On va voir que ça crée une théologie philosophique très intéressante, mais pas dans ce truc-là, dans cette intervention-là. Ce qui est dit des anciens, c'est que toute personne qui tente de donner un nom à la divinité, la diminue, la divinité. Donc, le 1, il est noir, c'est-à-dire, il n'y a rien dedans, sur du blanc qui est pur. Donc, on voit que la création, c'est-à-dire nous, l'être créé, on est sombre par rapport au divin qui est lumineux, etc. On est incompréhensible, enfin, il y a des tas de choses qui s'accrochent à cela. C'est ce que signifie voilà. Il y a encore une question avant d'en terminer, je suppose? Oui. J'avais une question, parce qu'en fait, quand j'ai préparé donc tes interventions, Jacques, j'ai demandé à des gens que je connais s'ils avaient des questions à te poser par rapport au sujet. Et j'ai une question notamment par rapport à cette doctrine, c'est pourrais-tu rappeler les analogies utiles avec le grand œuvre? C'est relativement facile. La Terre, c'est par quoi l'on commence. Si je veux divulguer, je dirais que ça n'est pas une terre, mais ça vient de la Terre, que c'est ni minéral ni métallique, attention à ma manière de parler, parce que je l'emprunte aux anciens, et qu'à partir de là, on doit en faire une eau. Et cette eau va porter le nom d'un dieu, mais parce que ce dieu est tuteur d'un satellite qui gère l'eau sur notre planète. En troisième lieu, comme le domaine de cette eau est défini par Mercure, eh bien, le maître de l'air, c'est Mercure. Et l'air, c'est la puissance. Or, la puissance, pour s'exercer, elle ne peut pas le faire si elle ne part pas d'un extérieur vers un intérieur.
C'est-à-dire le souffle de l'air, vous le sentez parce que l'air se projette sur votre visage. Sinon, il n'y a rien. Mais on ne peut pas déduire du fait qu'il n'y a rien que l'on puisse sentir que la chose n'existe pas. Et là aussi, c'est une erreur en physique et en épistémologie, une erreur générale parce qu'elle s'applique à tous les domaines en sciences. Bon, je reviendrai à cela quand on sera plus capable de m'entendre. Et il reste le feu qui est l'outil que l'on doit mettre sous la terre et dans la terre pour qu'elle se réveille et qu'elle donne son fruit. C'est pourquoi la table d'émeraude doit être bien connue, bien méditée, parce qu'elle donne tout de manière extrêmement réduite. Mais pour cela, il faudrait que je donne une conférence vidéo, littéralement, sur la manière de faire qu'ont les anciens quand ils traduisent. La méthode française est de très loin la meilleure. Néanmoins, l'anglaise aussi pourrait convenir. Je donne un exemple. Dans la table d'émeraude, on nous dit, le premier mot, c'est « il », 2 lettres. Dans l'anglais, c'est « the », c'est 3 lettres. Néanmoins, chez les Anglais, ça commence par T, qui est la plus puissante des choses stables, à savoir une consonne. Après, il y a une demi-voyelle demi-consonne qui est mutable, donc le H, qui occupe le 8e rang, c'est la présence de Hermès, de Thoth, qui a aussi la lettre H, Djerouti tout autant. Il n'y a que Mercure qui est dédié au commerce, donc il n'a pas la lettre H, la relation avec le haut et le bas. Et donc, ensuite, il y a E, qui est la 5e lettre, l'autre étant la 8e, et le T, quel est le rang du T? Je ne sais plus. Là, tu m'as perturbé. C'est normal, parce que ça, tout le monde devrait le savoir. J'y vais jamais au T en plus. C'est la lettre qui est figurée par 2 fois X. 20. D'accord. C'est la 20e. Donc, nous avons 20, nous avons ensuite 8 et nous avons pour terminer 5. OK. Ce qui fait 33. 33, c'est la valeur du soleil pour la numérologie des anciens. Pourquoi? Parce que 3 fois 3, c'est une particularité unique dans le monde du nombre. Ça fait 6. Si tu fais 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Mais 1 multiplié par 2 multiplié par 3, ça fait 6 aussi. Tu vois, donc le 3 et le 33, c'est l'âge christique. Mais le 3, c'est le nombre du soleil qui est du feu. Et conséquemment, c'est le triangle avec ses 3 barres. C'est la trinité. Donc, aussi bien dans l'anglais. Mais après, ça se complexifie. Pour le français, on l'a vu tout à l'heure, c'est la lettre L, 12, c'est l'ordre et c'est une consonne qui commence, donc du concret, et ensuite le E, 5. 12 et 5, 17, c'est l'être qui est figuré par l'arcane 17, qui est un nombre premier, et parce que astre et être, ce sont les mêmes mots. Sauf que l'astre, il est fixe, il n'a pas de devenir, l'être n'est pas fixe, et il a un devenir. Donc on voit que la différence est fondamentale et que cette manière de comprendre les écrits et de les méditer permet de pénétrer dans la pensée des anciens et leur modalité d'expression et de transmission. Je montrerai dans le film que c'est extrêmement difficile de transmettre intelligemment. Et eux étaient des maîtres là-dedans. Nous, on est mais totalement débutants. Je donne un exemple rapide ou on arrête là? Tu peux donner un exemple rapide. Voilà. Les savants américains, les physiciens, après qu'ils eussent terminé la bombe atomique et l'ont testée, ils se sont dit, mais comment on va faire? Parce que si on stocke les bombes, dans 150 ans, la langue anglaise ne sera plus la même. Comment on va transmettre les choses? Parce que si, par exemple, les Mexicains arrivent, ils vont lire l'espagnol, mais pas l'anglais. Ils ne seront peut-être même pas en capacité de comprendre de quoi on parle, parce que la radioactivité, c'est quelque chose que l'on peut comprendre intuitivement, mais qui ne s'explique pas. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire radioactivité avec un rayonnement mortel qui vient d'un truc qui est... Voilà. Donc, ils se sont dit, comment peut-on transmettre l'idée du danger lié à la radioactivité à nos descendants? C'était donc un problème délicat, difficile et important, et surtout premier dans leur pensée. Comment ne pas faire que nous-mêmes nous nous tuions par nos armes? Et ils ont dit, au terme de leur étude, qui aura duré 1 an, et une étude collective avec 730 savants, que le moins mauvais des moyens, c'est de former des personnes
qui vont suivre l'évolution des langages, etc., pour le transposer le moment venu, parce qu'il n'y a pas d'autre méthode. Mais les anciens, ils ont utilisé le tarot pour faire la même chose sans qu'il y ait quelqu'un derrière, sauf quelqu'un qui peut expliciter. Mais on peut tout retrouver par la méditation des formes, des nombres, des couleurs, tout le bazar. Si tu analyses le tarot, tu vas dire, oui, il y a 10 couleurs, c'est quand même assez étonnant. Ils nous disent simplement le mode de calcul dans ce compendium, ce résumé, c'est le décompte par 10, la base 10 des matheux. Mais comme c'est la dualité en permanence, c'est la base 2. Mais c'est facile puisque 10 divisé par 2, ça fait 5. En revanche, 10 divisé par 3, c'est plus compliqué. Donc, c'est bien des aperçus très profondément intellectuels qui forment la manière, parce que l'intelligence de la transmission est différente de l'intelligence de la compréhension. Et l'empreinte, mais n'est pas la même. C'est pourquoi, par exemple, du point de vue militaire, les premiers à se rendre sur un théâtre de conflit, ce sont les transmetteurs, c'est-à-dire les gens qui ont la charge de donner les informations de terrain aux gens qui vont décider. Comme si on faisait avec le doigt le tour d'un objet et qu'on transmette la sensation au cerveau pour qu'il détermine quel est cet objet, quelle est sa dangerosité, son potentiel, etc. Tu vois, tu as un doigt qui tourne autour d'une assiette. Oh, c'est une assiette. Mais en réalité, tu ne sais pas, compte tenu des dimensions qui ne sont pas indiquées, si ce n'est pas plutôt une soucoupe volante, etc. Donc, là aussi, il y a à faire attention à la dimension et aux conséquences de ce qu'on transmet. Voilà. Donc, on en arrête là, jeune fille? Écoute, ouais, là, on va s'arrêter là pour le sujet, sachant que tu as déjà fait une bonne introduction pour une future vidéo, donc c'est assez chouette. Donc, merci beaucoup, Jacques. De rien. Et tu auras remarqué que j'ai très peu parlé de la doctrine des éléments parce qu'elle est énorme. Elle synthétise énormément de choses. C'est pourquoi on a 4 bras, c'est pourquoi il y a 4 évangiles, 4 Védas, etc., 4 directions sur la Terre. C'est un truc de malade. Mais j'ai commencé en disant, il y a d'abord l'être divin, unique. Ensuite, il y a l'événement, parce que c'est lui qui change et personne d'autre ne peut le faire à sa place. Et ensuite, il y a les êtres qui sont figurés dans cette décompte par l'eau, le sentiment, et ensuite la terre, les choses. Et il n'y a que ces 4 individus. Si vous retrouvez un 5e, vous êtes quand même. Bon, on pourra dire que le 5e, c'est le réel, mais on ne sait pas ce que c'est, donc hop, au revoir le réel. Néanmoins, dans REEL, il y a beaucoup d'indications kabbalistiques sur les modalités de décomposition. Le fait que ce soit RE d'un côté et EL de l'autre, ça devrait suffire. On dit Ré, c'est pour les choses. En latin, Ré, ce sont les choses, et les choses fluent dans le temps et sont mises en mouvement. Donc, c'est ce qui coule pour les anciens. Et elle, c'est le nom même de la divinité. Donc, il y a les choses et lui, c'est tout. Si on veut diminuer les 4 éléments en 2, on fait comme ceci, on appelle ça le réel. Voilà, jeune fille. À une prochaine fois. Merci encore. Salut à tous. Salut à tous. Merci, Jacques, et puis à très vite. À propos de tous, on ne tousse pas. Hein. On est en bonne santé, tout va bien, parfait. Allez, bye. Salut. Ciao.